Bonjour Lisa Corin, merci beaucoup d'avoir accepté notre interview. On vous rencontre dans le cadre du projet 2PE, Parlons ensemble, parlons énergie. Et du coup, on va commencer par une rapide présentation de votre cursus et qu'est-ce que vous avez fait durant votre vie. Merci de m'avoir contacté, ça fait plaisir aussi. J'ai fait des études de politique environnementale. Je me suis orientée là-dedans parce que j'avais commencé à faire une étude dans le discours politique, donc une étude de linguistique du discours politique de certains rapports de l'UNEP, donc le programme des Nations Unies pour l'environnement. Et en faisant ces recherches, je me suis rendu compte que j'avais vraiment envie de travailler dans le domaine de l'environnement, commencer à creuser des questions qui m'étaient chères. Et à Sciences Po, donc, j'ai suivi le cursus de politique environnementale et ça m'a amené à venir travailler en Islande où j'ai fait un stage en fait, de recherche pour savoir si les voitures électriques avaient leur place ici, comment elles pouvaient être développées de manière efficace et comment utiliser les expériences d'autres pays pour les développer en Islande. Mon stage, je l'ai fait avec l'autorité de construction islandaise, donc c'est ce qui fait partie du ministère de l'Environnement, qui travaille, c'est une sous-branche du ministère de l'Environnement, et ils sont chargés de sécurité incendie et de la sécurité des bâtiments en général. Et la problématique des voitures électriques est importante puisqu'on se retrouve avec des infrastructures de rechargement et une demande d'énergie donc pour recharger ces véhicules qui change en fait la donne et les infrastructures qui existent. Et donc j'étais avec à la fois l'autorité de construction islandaise et une compagnie de conseil en ingénierie qui travaille, donc j'étais avec les deux boîtes en même temps. Et le but de ma recherche, donc, c'était vraiment de faire une synthèse, de voir un peu ce qui se passait à l'étranger au niveau des voitures électriques, comment est-ce que les politiques étaient organisées à l'étranger, donc, et notamment en Norvège. C'est un modèle qui est assez proche, disons, au niveau culturel. Au niveau du climat, c'était intéressant parce que c'est des enjeux qui sont vraiment remis en question en Islande. Donc, est-ce qu'une voiture électrique marche dans le froid ? Est-ce qu'on peut faire des longues distances alors qu'il a fallu chauffer la voiture d'abord? Comment est-ce qu'on recharge les voitures? Quelles sont les habitudes de conduite des personnes qui ont des voitures électriques? Et même des véhicules électriques en général d'ailleurs. Et ça nous a permis, donc avec ces deux boîtes, d'essayer de donner des lignes de conduite ou des conseils en fait, après aux personnes politiques islandaises pour savoir comment développer de manière le plus efficace et disons la plus intelligente les véhicules électriques en Islande. Et du coup, quels sont les principaux critères nécessaires pour l'implantation d'un parc de voitures électriques ou de véhicules électriques en Islande? Alors en Islande, les conditions sont bonnes. Voilà. Pourquoi donc elles sont bonnes? Parce que l'Islande a beaucoup d'énergie disponible. En fait, même comparé à la population, il y a quand même une grande production d'énergie. Cette énergie, et l'électricité notamment, qui est produite à partir de barrages hydroélectriques et de géothermie, elle va à 80% en fait, à l'industrie aluminium. Donc ça fait qu'il y a une très grande part qui pourra être utilisée une fois que les contrats avec ces industries aluminium seront finis ou qu'il faudra réorganiser en fait, la répartition de l'énergie, de l'électricité. Donc il y a une énergie qui est présente et une électricité qui est propre. Et donc en fait ça a été aussi une des raisons pour laquelle je suis venue travailler ici parce que avec toute cette électricité dite propre, ou plus propre en tout cas que d'autres on va dire, il n'y avait pas de véhicule électrique et je me demandais un peu pourquoi. Au niveau du tissu urbain de Reykjavik, en fait même de la zone capitale en Islande, là où il y a presque un peu plus d'un tiers de la population du pays, tout a été organisé autour des voitures. Donc les transports sont faits de telle sorte que c'est plus simple d'avoir une voiture. Et en fait, les rues sont larges, les bâtiments sont en train d'être construits maintenant parce qu'il y a un développement aussi, il y a une croissance
pas démographique au niveau de la population islandaise, mais il y a beaucoup de touristes qui viennent. Donc en fait, c'est possible assez rapidement de changer l'organisation des transports. Ça demande aussi un investissement important, hein, mais disons que c'est possible, quoi. On n'est pas dans une petite ville où ça ne va pas être possible d'ajouter des stations dans les petites ruelles, etc. Donc c'est vraiment... c'est un environnement qui est favorable, on va dire, à l'implantation des voitures électriques. Le seul problème, c'est que les voitures électriques ne sont pas produites sur place. Et que si on imagine que ce sont des véhicules qui vont être plus propres parce qu'au moment où ils sont utilisés, il n'y aura pas d'émissions de CO2, c'est une erreur parce que en fait, il y aura tout le moment de production de la voiture, tout le moment d'extraction des ressources pour la produire, et puis le transport des voitures en Islande, donc qui est quand même une île éloignée, etc. Ben, on a un problème. En fait, le bilan carbone est beaucoup plus important qu'une voiture traditionnelle. Et il faudrait que la voiture électrique puisse durer presque 40 ans, on va dire, pour qu'elle soit compensée, en fait, pour que le bilan carbone revienne équivalent à une voiture thermique. Et du coup, cette question d'énergie grise, elle fait débat en Islande ou c'est plutôt un sujet un peu tabou? L'énergie grise. La quantité d'énergie nécessaire pour construire cette voiture? Non, ça fait pas du tout débat. Je pense que c'est globalement, pas uniquement en Islande, c'est une question qui n'est pas prise en compte. Et justement, il y a toute une stratégie commerciale derrière les voitures électriques. Et d'ailleurs, par voiture électrique, bon, je vais y revenir après, mais il y a toute une stratégie commerciale pour dire que ce sont des voitures propres. Voilà, et c'est une erreur. Par voiture électrique, je n'ai pas défini ça d'abord, mais il y a aussi une confusion souvent qui est faite, ou peut-être un amalgame trop rapide, on parle des hybrides. Donc les véhicules hybrides, ça va être électrique et diesel, ou électrique essence, peu importe. En Islande, il y a aussi méthane essence qui est fait. C'est assez intéressant pour eux parce qu'ils ont une usine de méthanisation à Akureyri. Et donc il y a les voitures hybrides et les voitures 100% électriques. Et en fait, les voitures 100% électriques sont plus rares, sont quand même beaucoup plus rares. C'est un faible pourcentage des véhicules électriques qui sont vendus. Et ça aussi, ça crée dans les médias, ça crée une confusion parce qu'on dit, voilà, en Islande, il y a beaucoup de véhicules électriques. Et effectivement, je crois l'an dernier, en 2017, ça a été un des pays qui a vendu le plus de véhicules électriques par tête. C'est bien, mais en même temps, ce sont des véhicules hybrides qui utilisent les ressources donc pour avoir des batteries qui pourraient être utilisées pour des véhicules à 100% électriques. Donc ça veut dire qu'il y a quand même une pollution qui est double à ce moment-là, puisqu'il y a à la fois la pollution de la production de la voiture hybride et puis la consommation de carburant, enfin d'énergie fossile. Voilà. Du coup, pour vous, les voitures hybrides, c'est une moins bonne solution que les voitures 100% électriques? Oui, c'est encore moins bien. Alors, déjà, les voitures électriques, c'est pas terrible finalement. Mais disons, les véhicules individuels électriques, disons que c'est pas une solution très intéressante à long terme. Ça peut être intéressant pour une transition, on va dire, si effectivement on veut changer un parc automobile progressivement en incitant les gens à acheter des véhicules électriques, pourquoi pas. En Islande, ça pose débat donc avec toute cette question d'importation des véhicules et donc le bilan carbone qui va avec. Par contre, si on peut imaginer un modèle où d'ici quelques années, il y a suffisamment de voitures électriques pour qu'il y ait un rachat des voitures électriques, par exemple par le gouvernement ou par la municipalité, et ensuite une mise en commun des voitures électriques et un partage avec un équipement pour savoir où sont placées les voitures et pour que tout le monde ait accès à une voiture quand on en a besoin. Pourquoi pas? En fait, ce serait se servir un petit peu du marché actuel pour rebondir plus tard. Et du coup, la transition dont vous parlez, c'est vis-à-vis des usages, c'est-à-dire chercher à faire en sorte que l'usage des voitures change via l'électrique. Vous avez parlé d'une transition, mais du coup, une transition par rapport à... Oui, alors ce serait effectivement, en fait, la transition va nécessairement, en fait, se ferait nécessairement par un changement d'habitude.
Mais pour moi, quand je parle de transition, c'est plutôt avoir une transition d'un modèle très carboné de transport, donc avoir des voitures diesel, essence, et arriver progressivement à des voitures même hybrides, méthane, électriques, pourquoi pas, ou hydrogène si c'est possible en Islande, et même en fait, des transports plus diversifiés, donc à la fois individuels si besoin, mais pourquoi pas partagés, et des transports en commun efficaces, ce qui n'est pas du tout le cas en ce moment en Islande. Et est-ce que le gouvernement actuel, il pense un peu comme cela ou c'est pas du tout l'air du temps? Alors, le problème des gouvernements en général, c'est que ce sont des personnes qui ont des agendas politiques, qui ont besoin d'être réélus, et qui s'adaptent aussi à ce que veulent donc leurs électeurs. Et en Islande, il y a une culture quand même de la voiture, ne serait-ce que pour des raisons pratiques. Parce que la ville est telle qu'elle est actuellement à Reykjavik, par exemple, c'est difficile de se passer d'une voiture. Parce que les transports en commun ne sont pas efficaces, et donc il y a une sorte de méfiance envers les transports en commun. Et après, il y a aussi toute une mythologie personnelle en Islande d'avoir une grosse voiture pour pouvoir aller dans la nature, pour pouvoir faire face au climat, au vent. Bon, c'est vrai que c'est important, il faut prendre en compte que en hiver, quand il fait nuit, qu'on a envie de partir un petit peu hors de la ville et que on tombe en panne, c'est vrai qu'en voiture électrique, on peut être inquiété. Alors qu'avec une grosse voiture, avec deux réservoirs pour traverser toute l'Islande, on s'inquiète moins, quoi. Mais bon, c'est pareil, est-ce qu'on fait ça tous les jours? Est-ce qu'on en a vraiment besoin? Ou est-ce qu'on s'imagine qu'on va y aller et en fait on n'y va pas? Parce que durant ma recherche, en fait, ce qui a été assez intéressant, c'était de voir que les voitures individuelles sont pas utilisées pendant la journée de manière générale. C'est 80% du temps, elles dorment sur un parking et c'est tout, quoi. Donc, est-ce qu'il y a besoin d'avoir une énorme Jeep ou... Les Islandais ont plusieurs voitures en général, ou bien c'est qu'ils vont pas au travail avec? Qu'est-ce qui fait qu'elles dorment sur le parking de la voiture? Alors si, ils vont au travail avec. Ce qui fait qu'elle dort sur le parking, cette voiture, c'est simplement parce que quand on travaille à son bureau, on n'est pas dans la voiture. Mais ça, c'est partout pareil. Enfin, tout le monde, en fait, quand on ne se déplace pas pour aller à son lieu de travail, une fois qu'on s'est déplacé, c'est fini. La voiture, elle attend. Et c'est tout, quoi. Mais du coup, avec tous ces critères et tous ces facteurs, est-ce que vous pensez que le marché islandais des véhicules électriques doit se développer ou pas? Alors, est-ce qu'il doit se développer? Alors, par un véhicule électrique, on va dire véhicule individuel. D'accord? Véhicule individuel, privé, donc la voiture, comme tout le monde peut l'avoir, on va dire. Non, je pense pas. Et à l'issue de ma recherche, je me suis dit, ce serait intéressant en fait effectivement d'avoir des véhicules électriques, mais il faudrait que le nombre total de voitures ait diminué. En fait. Ce qui n'est pas du tout le cas en Islande aujourd'hui, il y a de plus en plus de voitures. Ça crée des problèmes d'ailleurs, je crois qu'il y a une semaine, ils se sont retrouvés avec un bouchon immense pour la première fois de l'histoire de l'Islande. Ils ont trop de voitures et tout le monde a sa voiture individuelle, tout le monde se retrouve sur la route en même temps et ça crée des migrations journalières en fait qui sont presque handicapantes en fait pour le fonctionnement de la ville. Est-ce qu'il faudrait qu'il y ait un développement des véhicules électriques, par exemple, dans les transports en commun? Oui. Même par véhicule électrique, là, sans batterie, tout simplement, on pourrait imaginer des tramways. Il y a un débat en ce moment donc, avec la Borgarlína. C'est une ligne de tramway qui traverserait la ville, avec donc un projet d'urbanisme autour. C'était bien parti il y a un an, puis il y a eu des élections et la municipalité a changé et le maire de nouveau... Parce que du coup, l'impact carbone des véhicules de transport en commun est plus favorable aux véhicules électriques. Parce que vous avez dit tout à l'heure que les voitures individuelles avaient un impact carbone de 30 à 40 ans, si on voulait le rembourser, entre guillemets, pour un véhicule de transport en commun.
c'est moins longtemps. Mais en fait, c'est moins longtemps dans le sens où c'est divisé par le nombre de personnes qui l'utilisent. Alors qu'une voiture électrique, ce sera, on va dire que c'est une personne ou un foyer. Alors qu'un bus, il y aura peut-être des centaines de personnes par jour si c'est bien utilisé. Ça va être un bus ou un tram, enfin peu importe en fait. À partir du moment où on a... Là, en Islande, il y a vraiment cette idée de production d'électricité plus propre, on va dire. Donc qui est disponible, qui est encore possible pendant au moins plusieurs décennies. Là. Et voilà, enfin je pense que là on revient donc à votre question d'avant, c'est vraiment avoir un changement d'habitude de transport. Et ça veut dire proposer aux citadins une diversité de transports, plusieurs moyens de transport qui peuvent combiner. Ça va être peut-être aller en vélo jusqu'à l'arrêt de bus, le bus qui vous emmène un petit peu loin, ou le tram, peu importe, et puis ensuite on peut marcher. Et ça veut dire penser la ville de manière à ce qu'elle soit accueillante pour ceux qui se déplacent à pied ou à vélo. Ce qui n'est pas forcément le cas non plus en Islande, quand en hiver il neige et il y a du vent. Quand on est à côté d'une route où il y a plein de voitures qui passent, où c'est agressif aussi d'entendre le bruit, d'être stressé par la circulation. Enfin, ça fait partie des choses en fait qui jouent. Et je ne vais pas vous dire de bêtises, mais il me semble que c'est en... Bon alors, à Akureyri, ils ont ça. C'est une ville au nord de l'Islande. C'est une ville qui est plus petite que la municipalité de Reykjavik. Mais ils ont les transports en commun gratuits. Il me semble que c'est une participation. En fait, les habitants, on leur propose de donner leurs déchets à une usine pour récupérer le méthane et en faire un carburant pour le bus. Et donc c'est pour ça qu'en fait, ils participent à la production du carburant et ils ont les transports gratuits. Tous les véhicules de la municipalité sont des véhicules soit hybrides, méthane, essence, soit électriques. Et il y a aussi donc, développement des pistes cyclables, développement du déplacement à pied, etc. Bon, c'est une ville qui est plus petite aussi, mais ça c'est important de savoir que si on a un noyau urbain plus diversifié, en fait, c'est même pas un noyau urbain, ce que je veux dire c'est des zones urbaines où en fait on a plusieurs types d'activités en même temps, on n'a pas besoin de traverser toute une ville pour chercher ce qu'on veut. Et donc il n'y a plus besoin de transport individuel sur de longues distances. Et comment s'est créée cette diversification de transport? C'est la municipalité qui a décidé ou c'est les citoyens qui ont demandé Alors, ça, je ne sais pas exactement. Moi, j'étais en contact avec le conseiller, en fait, qui travaille auprès de la municipalité et qui s'occupe donc de questions environnementales. Et vraiment, c'est vraiment le conseiller environnemental de la ville, quoi. Il s'occupe de la gestion des déchets, des transports, de la gestion de l'eau, il me semble aussi. Donc voilà, je pense qu'il a fait un bon boulot en fait. Voilà. Ok. Et est-ce que vous connaissez un petit peu les détails de la fabrication d'une voiture électrique en Islande? Est-ce que c'est que de l'importation ou les voitures elles sont faites aussi sur place, des fois? Alors en Islande, les voitures sont entièrement importées. La voiture qui a le plus de succès, c'est la Nissan Leaf. C'est une voiture qui a beaucoup de succès dans le monde aussi. Il me semble que c'est un des premiers véhicules électriques dans le monde, les plus achetés. Il y a aussi, maintenant, il y a la Golf, la e-Golf, mais qui est un peu plus chère. Donc en fait, pour des questions financières aussi, ça joue. Non, les voitures électriques en Islande, qu'elles soient hybrides ou entièrement électriques, sont importées. Même les bus, en fait, sont importés. Ils sont commandés à l'étranger et importés. Et ça aussi, ça joue beaucoup parce qu'on pourrait imaginer, rien que pour réduire le bilan carbone de l'importation de bus électriques ou hybrides, avoir une commande nationale. Ça faisait partie donc des conclusions du rapport. Simplement, organisez-vous au niveau national pour faire une importation totale de plusieurs bus d'un coup, quoi. Et ça, il y aurait des chances que ça se fasse? Ah oui, ça se fait. Alors, en Islande, pour l'instant, ça n'a pas été le cas. Là, la dernière fois qu'ils ont importé un bus, il me semble que c'était pour faire la liaison entre Reykjavik et Akureyri. C'est un hybride méthane
Peut-être même pas, je crois que c'est un véhicule au méthane, tout court, qui fait l'aller sur un demi-plein. Donc en fait, il peut faire l'aller-retour sur un plein de méthane, ce qui est quand même pas mal. Et ça se fait, alors ce genre d'organisation, ça se fait aux États-Unis par exemple, ça a été le cas. Il y a 17 villes, il me semble, qui se sont coordonnées pour commander des véhicules, même pour leur police, il me semble, ou pour leur municipalité. Alors je ne vais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas, ils ont commandé des véhicules administratifs, on va dire, ou pour des fonctions officielles. Et ils ont fait une commande générale, ce qui permet à la fois de baisser le prix de la commande quand il y a un prix de gros, et en même temps d'importer tout un flux. Alors, aux États-Unis, comme la production, elle peut se faire localement, disons que ça pose moins de problèmes, mais en Islande, c'est intéressant de se dire on va faire une livraison, on va utiliser un bateau et on va livrer des véhicules. Vous avez commencé à parler de vos conclusions de votre rapport. Est-ce que vous pouvez nous faire un rapide résumé de tout ce que vous avez conclu de cette étude? En fait, c'était intéressant parce que je suis arrivée, j'ai commencé ma recherche dans un climat de les voitures électriques, de toute manière, c'est pas possible. En Islande, c'est pas une bonne solution, il fait trop froid, les gens ont peur, ça c'est sûr, etc. Et donc il a fallu identifier ces idées reçues, on va dire, sur les voitures électriques. Et la conclusion, c'était en fait, l'Islande est un bon environnement pour les voitures électriques, tels qu'ils sont vendus aujourd'hui. C'est-à-dire que si on ne prend pas en compte tout ce qui va être énergie grise... donc c'est un bon environnement et pour les développer, il va falloir s'assurer qu'il y a une meilleure transmission de l'énergie au niveau de la ville. Il va falloir, et même si elle est déjà bonne, en fait, il faut s'assurer que c'est possible que les véhicules soient rechargés. Donc ça, c'est au niveau des constructions, au niveau des nouvelles constructions. Avoir des infrastructures de rechargement, que ce soit inscrit dans la loi, ou en tout cas dans le je sais pas comment on appelle ça en français, mais les régulations de construction en fait. Ouais, les PLU, les plans locaux d'urbanisme. Voilà. Pour s'assurer qu'il y ait comment on peut dire en français, c'est une belle entrée, disons, des véhicules électriques sur le marché, et plutôt des véhicules électriques purs au lieu d'hybrides. C'est changer les subventions qui sont données, les accentuer. C'est-à-dire que pour l'instant, il y a effectivement des subventions qui sont données à la fois pour les hybrides et pour les électriques purs. Et c'est déjà croissant, donc pour une hybride, il y aura un petit peu moins de subventions que pour une électrique. Et ce serait encore accentuer ça, donc donner encore moins de subventions aux hybrides et peut-être récupérer la part qui n'est pas donnée aux hybrides pour la donner aux électriques. Donc ça permettrait en fait de limiter l'achat d'hybrides. Donc toujours sur des questions financières, donc diminuer le prix que ça va coûter en fait à l'achat. Ensuite, s'assurer que le prix d'usage est correct. Normalement, ça va, en Islande, c'est pas trop cher l'électricité, donc ça devrait coûter moins cher que l'essence. Mais ça commence à être payant, donc les stations commencent à être payantes. Au début, c'était gratuit. Avant, l'électricité était distribuée gratuitement dans les stations? Il y avait quelques stations et ces stations-là étaient gratuites. Après, selon le modèle de la voiture aussi, c'est gratuit. Donc, par exemple, pour les Tesla, l'achat du modèle S, il me semble, était garanti avec énergie gratuite à vie. Enfin, sur l'usage de la voiture. Il me semble, hein. Je sais qu'il y avait quelque chose comme ça, je ne sais pas sur quel modèle c'était par contre. C'est plus le cas. Maintenant, quand vous achetez votre Tesla, vous devez payer l'électricité. C'était aussi, en conclusion, d'un des problèmes qui pouvaient exister en Islande, c'était le problème de la collaboration et de la coordination entre les fournisseurs d'énergie et l'autorité de construction islandaise. Parce que les fournisseurs d'énergie font leurs stations
mais en fait c'est à part. Donc elles le font pour l'instant, elles le font de manière légale, hein, elles implantent leur station de rechargement, etc. Mais c'est pas fait dans une stratégie d'urbanisme. Donc ça se fait un peu de manière, pas sauvage, mais ça pourrait être plus réfléchi et plus inclus en fait dans un plan d'urbanisme et de comment est-ce qu'on va modifier les bâtiments, où est-ce qu'on va placer les voitures, est-ce qu'on doit prêter une place trop importante aux voitures, ou est-ce qu'on réfléchit déjà à comment se débarrasser des voitures dans la ville, pas s'en débarrasser mais les sortir de la ville. Et donc ça faisait aussi partie des questions, ouais. À partir de quand est-ce qu'on va limiter l'accès des voitures dans le centre-ville, par exemple. Mais du coup, c'est un frein politique qui bloque? Je pense qu'il y a un frein politique, oui, au niveau de la municipalité, au niveau des élections, donc ce qu'on disait tout à l'heure. En général, c'est pas très glamour de dire à ses électeurs vous n'aurez plus le droit de conduire en ville. Ça marche pas. Disons que la population n'est pas encore prête à ça, et que ce soit en Islande ou ailleurs. D'ailleurs, il me semble qu'en France, à Paris par exemple, c'est pas... Ça crée de gros débats dans Paris, et souvent... Ça fait beaucoup de bruit avec les berges qui ferment là, ça fait beaucoup de bruit. Enfin, Anne Hidalgo s'est fait pas mal taper sur les doigts avec ces politiques-là, donc oui, en France il y a les mêmes problèmes. Ouais. Après, il faut voir aussi quelle population utilise les voitures dans le centre-ville. Qui habite dans le centre-ville, qui a besoin de travailler dans le centre-ville, quel type de voiture se déplace dans le centre-ville, parce que ça aussi c'était... l'idée, c'est dans un premier temps d'empêcher les diesels par exemple de rentrer dans le centre-ville, puis les voitures à essence, puis en fin de course les voitures électriques, quand vraiment il y aura un bon tissu de transport en commun, ou même dans Reykjavik, disons que le centre-ville est suffisamment petit pour que ce soit facile de se déplacer à la fois à pied ou à vélo. Et du coup, il ne faut pas abandonner l'idée de développer le parc de véhicules électriques en Islande. Moi, je dirais non. Enfin, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. En fait, si ça s'inscrit à long terme dans une idée de on récupérera les véhicules après, ou alors... En fait, il faut... Je crois que si on se pose la question qu'est-ce qu'on va faire de ces voitures électriques d'ici 10-15 ans, c'est intéressant. C'est-à-dire que on se retrouve pas avec dans 10-15 ans, on va changer de voiture. Et qu'est-ce qu'on fait des voitures qu'on a déjà importées? Déjà là, la question en Islande, c'est on a plein de vieilles voitures qui commencent à tomber en ruine. Ça coûte cher de les entretenir, mais elles sont là. Et on les voit, elles tombent en morceaux sur la route. Enfin, voilà, la question c'est si on développe un parc de voitures électriques, est-ce que c'est là pour remplacer le parc actuel? Est-ce que ça va s'ajouter au parc actuel? Et est-ce qu'on aura une idée de comment s'en servir d'ici 10-15 ans, 20 ans? Est-ce qu'on va les mettre en commun ou pas? Est-ce que ce sera juste des véhicules individuels qui vont s'empiler sur une île, hein? Bon, c'est une grande île, mais enfin bon, il y a une population limitée. Peut-être qu'il y aura des touristes qui auront envie de s'en servir, mais une vieille voiture électrique avec une batterie qui ne marche plus, un touriste il n'en fait rien en Islande. Donc c'est ça aussi. Donc oui, développer les voitures électriques en se demandant qu'est-ce que ça va pouvoir remplacer, et est-ce que ça a un impact environnemental plus limité que si on avait des voitures thermiques. Oui, mais la réflexion elle n'est pas là en ce moment en Islande. Et dans d'autres pays, vous connaissez un petit peu la réflexion ou pas? Oui, globalement, on est toujours sur des modèles de commerce international où il faut quand même avoir de la croissance économique, faire du profit. Bon, c'est toujours un petit peu pareil. Moi, j'ai pas le sentiment qu'il y ait de... J'ai vraiment pas le sentiment à l'échelle internationale ou même nationale de certains pays qu'il y ait une réflexion là-dessus. En fait, même quand on prend le pouls... qu'est-ce que c'est une voiture électrique, on ne sait pas. Moi, j'ai commencé mon stage en me disant trop bien, je vais mettre des voitures électriques en Islande. Et puis une fois que j'ai fait des recherches dessus, je me suis dit en fait, peut-être pas si bien que ça, les voitures électriques. Et je pense qu'on... Soit par malhonnêteté intellectuelle, soit par manque de connaissances, on a l'impression que les voitures électriques vont nous sortir... du problème alors que c'est pas le cas. Et même comment dire,
Ça peut être utilisé comme moyen de transition, mais le problème c'est que si on se dit ça, ça veut dire qu'on a envie de se cacher, de se voiler la face et d'oublier le moment de production, d'extraction des ressources pour construire une voiture électrique. C'est un chercheur à l'AIE qui donne des cours à Sciences Po, là, qui nous montrait quelques modèles en fait, de décarbonisation donc, de l'énergie de manière générale. Et en fait, il nous disait que ce serait possible d'utiliser la voiture électrique comme diversification. Par exemple, pour une maison, il y a des panneaux solaires, peut-être pas une éolienne, mais une turbine quelque part. Il y a une batterie dans la maison et la batterie de la voiture sert à la fois pourra être chargée par la maison ou servira à charger la maison de temps en temps. Ça va être quelque chose de très mobile en fait. C'est super intéressant comme manière de penser, mais le problème c'est que c'est pas possible à l'échelle mondiale. Donc ça veut dire vraiment se souvenir, être très rigoureux à chaque fois et se dire on a une situation locale et il faut vraiment s'adapter à cette situation-là quoi qu'il arrive. Et il faudra avoir plein de manières différentes de s'adapter à la fois à l'utilisation de l'énergie et à notre manière de la produire. Et en fait, se dire on va mettre des panneaux solaires partout et on va avoir des voitures électriques avec des batteries qui ne dureront pas tant que ça, elles seront moins efficaces plus tard. C'est pas judicieux en fait, je pense que c'est dangereux même. Et le problème là-dedans, c'est les ressources donc. On n'a pas assez de ressources pour faire ça ? Alors les ressources, à la limite, on pourrait se dire qu'on en a assez. Bon, alors déjà, il y a une population croissante, on peut se dire que tout le monde pourrait avoir envie d'avoir une voiture électrique, ok. Donc là, effectivement, avec une population croissante indéfiniment, ça devient compliqué. Bon, parce qu'il y a des ressources limitées, voilà. Par contre, c'est même pas là le problème actuellement, parce qu'on peut encore produire des voitures électriques. Et on peut encore en produire beaucoup. Mais le problème, c'est la manière dont sont extraits, par exemple, les terres rares, ou alors le lithium et le cobalt, et ce sont des méthodes d'extraction qui sont super polluantes. Je ne peux pas aller dans les détails là, parce que si vous avez plus de détails, vous... Mais ce sont des extractions qui sont à la fois polluantes, qui sont faites aussi dans des conditions sociales très inégalitaires. Donc il y a des exploitations à la fois donc, environnementales et sociales majeures. Après, ça se fait donc au niveau de la production. Où est-ce que c'est produit ? Est-ce que la voiture elle est produite à un seul endroit ou est-ce que ça se fait comme souvent aujourd'hui avec un modèle de commerce international ? Est-ce qu'on a plusieurs endroits pour produire une voiture électrique ? Donc, combien de bateaux combien de bateaux on a besoin pour faire une voiture électrique ? Est-ce qu'il va falloir emmener les différents éléments dans plusieurs pays ? Quel est le bilan carbone de ça ? Donc quel est le bilan carbone aussi de la production du bateau, de ses déplacements, donc ça commence à faire beaucoup de choses. Et on pourrait se dire, en fait, les ressources tout de suite, dans la décennie qui vient, c'est pas le problème. Il y en a assez, on en a assez pour faire encore plein de bêtises. On va dire. On en a assez pour encore polluer beaucoup. Et c'est là qu'il y a le problème, en fait, il faut qu'on arrive à se dire... il faut qu'on arrive à se freiner nous-mêmes. Et là, c'est... Donc du coup, l'enjeu serait plutôt climatique. Il y a l'enjeu climatique. En fait, oui, c'est l'urgence aujourd'hui. En fait. Il y a l'enjeu climatique et de pollution, en fait, d'impact sur la biodiversité en général. Et... En fait, c'est ça, l'urgence est là. Donc ouais. Vous avez parlé tout à l'heure de malhonnêteté, parce qu'il y a des personnes qui tiennent un discours politique ou un discours officiel, sachant ces informations-là. Alors, je parlais, oui, de malhonnêteté intellectuelle. Alors, mais comme je vous dis, c'est soit ça. Après, peut-être, j'aimerais penser que non, que c'est simplement par manque peut-être de réflexion, en tout cas d'approfondissement sur cette question. Ça donne très envie, une voiture électrique, c'est propre, on a très envie. C'est comme ça que c'est vendu aussi. Et comme je vous l'ai dit, c'est pour ça que je suis venue ici. Je me dis, super, il y a des conditions géniales en Islande pour mettre des voitures électriques, ils ont une énergie propre, alors bon, ça aussi, ça se discute. En fait, c'est ça, plus on creuse les questions, plus on se rend compte que c'est pas aussi simple que ça, et surtout, c'est très décevant, la réalité est très décevante. Pourquoi ça se discute, les énergies propres en Islande ? Alors, pourquoi ça se discute ? Déjà, énergie propre, ça n'existe pas. Donc ici, on a en Islande, c'est
Donc beaucoup d'hydroélectricité, donc il y a des barrages hydroélectriques et la géothermie. Alors, c'est pas propre dans le sens où, par exemple pour les barrages hydroélectriques, ça a un impact environnemental, vous l'avez vu en Chine avant. Donc l'impact environnemental, il se fait pas forcément au niveau des émissions à l'usage du barrage, mais ça va être la destruction d'écosystèmes. Il faut une vallée, donc dans la vallée, quelles étaient les espèces qui vivaient là, que ce soit des plantes ou des animaux, des insectes, peu importe. Les champignons aussi, en Islande, il y a beaucoup de champignons. Bon, ben, tout ça, c'est noyé. Il y a aussi les poissons. En Islande, ils ont des rivières de saumon. C'est une question qui les touche aussi beaucoup, parce que qu'est-ce qu'on fait de nos saumons? Une fois qu'il y a un barrage, les saumons, ben, ils ne viennent plus, quoi. Donc il y a à la fois l'impact direct donc, de la construction, et ensuite il y a de nouveau la pollution à la production du barrage. Ça demande beaucoup de béton, un barrage. Le béton, c'est 2 tiers de sable, 1 tiers de je sais plus quoi. 1 tiers d'autre chose. Mais bon, donc ça demande des quantités astronomiques de sable. Le sable, c'est une ressource finie qui arrive à bout. Là, il y a plusieurs pays dans le monde qui n'ont plus de sable, qui sont obligés d'importer du sable. Et on a besoin du sable pour tout faire quasiment. On a besoin du sable pour faire des routes, on a besoin du sable pour faire du béton, on a besoin du sable pour faire du verre. Il y a des usines de silicone, et ben, il y a besoin de sable aussi. Donc c'est vraiment... il y a ça, il y a des matériaux de construction, ça rentre en compte, il faut les transporter aussi. Donc il y a encore une fois l'impact environnemental du transport de ces matériaux. Et ensuite il y a l'entretien. Pour entretenir des infrastructures, il y a besoin de machines. Ces machines, on ne les fait pas marcher à l'électrique. Ces machines, elles ont besoin de carburant, et donc il y en a besoin pour les faire rouler. Et même si un barrage hydroélectrique, ça dure longtemps, on va dire que ça dure un siècle, quand ça se passe bien. Qu'est-ce qu'on fait dans un siècle si on n'a plus de carburant et si on n'a plus les machines pour réparer? Est-ce qu'on laisse le barrage s'écrouler, et qui habitera en dessous? Est-ce qu'on va laisser des villes être construites en dessous, etc. Donc c'est une énergie qui, disons, est plus propre à la production, mais qui n'est pas propre, quoi. En fait, l'énergie, dès qu'on en produit, il y a une pollution qui se fait, en fait. Et c'est pas grave en soi, mais il faut le savoir et il faut s'adapter avec. La géothermie, sans aller dans les détails parce que je n'y connais pas trop, il y a des pollutions. Si c'est mal fait, on va dire, rien que l'extraction de la chaleur, il va y avoir des émissions de soufre et d'autres gaz peut-être. Et bon, alors en Islande, on tend à penser que c'est bien fait. Si c'est exporté à l'étranger, si c'est fait avec ce qu'on appelle le green grasping. Donc l'expulsion par exemple de population parce qu'il y a des possibilités de géothermie sur un territoire, et on fait à la va-vite une centrale géothermique et en plus ça pollue comme pas possible. Bah, là, vous avez un exemple en tête? Oui, mais alors je crois que c'est au Kenya. J'espère que c'est au Kenya. Mais on a vu que le Kenya, il s'intéressait à la géothermie. On a visité la centrale géothermique et effectivement, il y avait des... Est-ce qu'il y a des Maasai au Kenya? Des Maasai? Ouais, je me pense pas. Ouais, je sais pas. Bon, alors, il me semble que c'est ça. Il me semble que c'est des populations de Maasai qui sont donc traditionnellement nomades. C'est des populations de chasseurs qui ont aussi culturellement, et il y a une dimension sacrée en fait à certaines sources de géothermie. Ce qui se comprend, hein, quand on voit, même quand on voit en Islande les geysers, il y a cet aspect très magique et sacré. En fait, ça y a une puissance qu'on ressent aussi et qu'on peut tout à fait investir culturellement. Et ça, c'est pas du tout respecté. Et donc, il y a eu, par ce green grasping, c'est vraiment le fait de dire, voilà, vous n'avez plus le droit d'accéder à vos terres où vous chassiez traditionnellement, où vous vous déplaciez avec vos troupeaux de chèvres, etc. Vous n'avez plus le droit.
on va utiliser ces sources, donc on va détruire le lieu sacré pour récupérer de l'énergie. Et en plus, si c'est fait rapidement, ça va faire de manière polluante. Du coup, pour vous, il n'y a aucune énergie propre ou verte? Non, mais même, en fait... pardon. En fait, le fait d'exister, on a un impact sur son environnement. Le fait de respirer, on a un impact sur l'environnement. En fait, c'est par propre, j'ai l'impression, et je pense que je me trompe pas trop sur ça, en fait, ça donne l'impression que ça annule l'impact. En fait, par énergie propre, on a l'impression que voilà, c'est bon, on est déculpabilisé de quoi que ce soit, on n'a pas d'impact sur l'environnement. Par environnement, je veux dire tout ce qu'il y a autour de nous. C'est pas juste les plantes, le truc vert, non, c'est... Je me déplace, je chauffe, je vais modifier mon environnement direct. Voilà, c'est pas grave, on peut le faire, mais il faut en être conscient. Et quand on a une population de plusieurs milliards d'individus, bon là il se trouve que c'est des humains, on a un impact important. Et puis en plus on utilise des machines pour encore avoir un impact encore plus important, etc. Donc il faut pas... rien que le fait d'exister, ça utilise de l'énergie et on a un impact sur notre environnement. Voilà. Une énergie propre n'existe pas, en fait c'est de l'énergie. Une énergie, elle n'a pas à être... pour ça, je sais pas. Voilà, elle est là, quoi. On va revenir à votre étude. Comment vous avez été perçu par vos collègues lorsque vous teniez des discours similaires à celui-là? Est-ce qu'ils étaient plutôt d'accord avec vous, pas d'accord? Alors, je pense que la différence entre les personnes avec qui je travaillais et pour qui je travaillais aussi, parce que en fait, il y avait aussi une question de hiérarchie, je travaillais pour eux, donc dès qu'on travaillait ensemble, j'étais avec mes deux supérieurs hiérarchiques. La différence, c'est que eux ont des obligations diplomatiques et politiques. On est en Islande, donc c'est un tissu social assez petit. Les gens se connaissent. Arrivé à l'âge de mes boss, donc entre 35 et 50 ans, ils connaissent des gens, ils ont besoin d'avoir un réseau en fait, et en Islande il est assez restreint. Ils étaient aussi à des postes importants, donc j'ai travaillé avec l'ingénieur en chef de cette boîte de conseil en ingénierie, et le directeur de l'autorité de construction islandaise. Donc le boss direct de mon directeur, c'était la ministre de l'Environnement. Donc voilà, il faut le prendre en compte. Ouvertement, on était assez d'accord sur les recherches que je faisais. De toute façon, il n'y avait pas à être d'accord ou pas. En fait, j'apportais des faits. Sur la manière d'utiliser ces informations, on était d'accord qu'il fallait qu'il y ait un changement en Islande. On était d'accord aussi pour essayer de modifier le code de construction en Islande. Mais par contre, c'était dur, oui, d'y aller franchement, en fait. Il y a eu, au moment de la rédaction du rapport, parce qu'ils ont leur nom avec le mien sur le rapport, ils avaient besoin que ce soit lissé. Il fallait que ce soit plus doux à entendre, il fallait que si on le donnait à des personnes politiques, que ça ne leur fasse pas peur. Et je pense que eux, ça les inquiétait un petit peu de voir que, effectivement, moi j'étais plus pour carrément dire il faut diminuer le nombre de voitures en Islande. Ça, personne ne veut l'entendre. D'un point de vue économique, c'est pas génial. Ça veut dire avoir une révolution des transports, ça veut dire avoir une révolution de manière de se déplacer, de vivre. Bon, c'est difficile, quoi. Ça se fait pas du jour au lendemain. Et alors pour moi, c'était un peu frustrant. Justement parce qu'on était d'accord aussi. Donc j'étais d'accord avec des personnes qui étaient bloquées par leur position. C'était très frustrant et je pense que ça existe beaucoup et c'est un des principaux freins en fait aux mesures environnementales aujourd'hui. C'est la position des gens et le fait qu'ils ne peuvent pas se prononcer ouvertement. C'est ça, parce qu'ils sont... Alors, soit ils sont coincés par leur position professionnelle. Ça, après, on peut pas en vouloir à quelqu'un, lui dire...
bah tant pis, tu n'auras plus ton boulot, tu seras au chômage, mais au moins, tu te seras battu. Bon, après, voilà, moi, j'aurais tendance à dire que c'est ce qu'il faut faire maintenant et que s'il faut démissionner, il faut le faire au bon moment. Pour ne citer personne. Mais voilà, après, ça se comprend, quoi. Bon, quand on est ministre, normalement, la démission, ça a une valeur symbolique qui est importante. Je pense que ça fait partie du travail d'un ministre de démissionner quand il faut, en fait, pour envoyer un signal très clair politiquement. Par contre, quand c'est quelqu'un qui a besoin de son salaire pour survivre, ça, c'est plus compliqué. Là, ça se comprend tout à fait qu'il y ait un frein, en fait. Et ça, c'est vraiment, ça montre bien qu'aujourd'hui, on est encore globalement dans une manière de penser qui n'intègre pas des mesures environnementales, une prise en compte de l'impact environnemental, quel qu'il soit, en fait. Comme on disait tout à l'heure, juste l'énergie, ça a un impact, l'utilisation d'énergie, ça a un impact, la production d'énergie, ça a un impact sur l'environnement, et tout ça, en fait, c'est pas pris en compte. Et du coup, vous pensez que ces personnes-là sont responsables du frein de l'évolution qu'il faudrait faire? Alors, voilà, je pense oui. Oui. Par contre, je pense qu'il y a des circonstances atténuantes. Voilà, c'est ce que je viens de dire, c'est si on a besoin d'un travail pour survivre, on va pas s'amuser à tout envoyer. Sachant que derrière, disons, le modèle de société tel qu'il est, et même le modèle économique actuel, ne permet pas ça, en fait. Il n'y a pas de coopération efficace, on ne comprend pas socialement, on ne va pas comprendre quelqu'un qui n'est pas content et qui dit tant pis, ça ne marche pas, en plus on a un impact environnemental trop important. Non, ça c'est... Généralement, on entend, la réponse c'est arrête avec tes conneries d'écolo. Voilà. Ça c'est la réponse classique. Du coup, ça vous empêche de penser, ou ça vous donne des barrières à la liberté de penser ou à la liberté d'expression? Bah, moi aujourd'hui, ça va parce que je viens de finir mes études, j'ai des comptes à rendre à personne. Il va falloir que je trouve un travail, mais pour l'instant, je viens de finir un travail en Islande, je vais chercher, donc on verra. Donc pour l'instant, au niveau hiérarchique, je suis pas embêtée. Après, oui, je me pose beaucoup des questions. Dans quel domaine exactement je vais chercher? Dans quel type de structure je vais me mettre à travailler? Est-ce que je peux travailler... Enfin, je veux travailler avec des gens, puisque je peux pas... j'ai pas la prétention de me dire je vais changer le monde toute seule, quoi. Et puis, c'est toujours bien de travailler avec des gens, c'est super agréable. Donc, j'ai envie de travailler avec des gens, mais j'ai peur de pas trouver, justement, une ambition qui soit suffisante, en fait. Parce que vous avez reçu un soutien extérieur ou des personnes qui vous ont aidé, inspiré pour cette étude? Pour cette étude, non, j'ai vraiment bossé toute seule. Enfin, j'ai bossé toute seule et je me présentais mes résultats avec mes boss et en fait, ils corrigeaient ma rédaction, que c'était ça. Ils me demandaient, voilà, est-ce que tu peux approfondir plus, par exemple sur l'exemple de la Norvège. Voilà, c'était surtout ça. C'était vraiment un travail de recherche universitaire, en fait. Voilà. Donc pour ce projet-là, non, j'étais toute seule. Pour des réflexions en général, je pense qu'il y a eu plusieurs professeurs à Sciences Po qui ont été vraiment bien, en fait. Je pense notamment à Grégory Kenney, qui est prof d'histoire environnementale, qui a vraiment une approche, une méthodologie très intéressante et je pense assez difficile aussi. Disons qu'elle est très, c'est à la fois rigoureux et très riche parce qu'il faut prendre en compte le plus d'aspects possible. C'est-à-dire, il critique notamment, enfin, il critique non. C'est pas que lui en plus, c'est globalement les recherches en histoire environnementale. Ça va essayer d'approfondir un peu plus, même en des questions, par exemple, sur l'urbanisme ou des questions de recyclage, etc. Ça veut dire, mais historiquement, ça existait déjà, comment ça se passait, quels étaient les types de pollution à l'époque,
comment est-ce qu'on peut revenir à une ville avec la nature dans la ville? Comme ça pourrait être, par exemple, on voit beaucoup ça, on va faire revenir la nature dans la ville, donc on a des plans, des maquettes, des images. Et souvent sur les images, on voit une ville toute propre avec des gens qui font des trucs, qui marchent, qui regardent, qui sont à vélo. Et des plantes. Voilà, des plantes toutes propres, pas une feuille par terre, pas un morceau de terre par terre, pas de boue, aucun animal. Peut-être un chien, mais on laisse. Voilà, ça n'existe pas. En fait, c'est une nature totalement fantasmée, totalement contrôlable, de préférence sous le béton au niveau des racines et tout. Et puis alors voilà, où est-ce qu'on met les racines d'un arbre en ville? C'est comment sous le trottoir en ville? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce qu'il y a des câbles électriques? Est-ce qu'il y a des égouts? Et ça, en fait, c'était très intéressant de voir, même au niveau des mesures écologiques, quoi. Comment est-ce qu'on fait revenir la nature en ville? Est-ce que c'est possible? Et est-ce qu'on est prêt à avoir plusieurs activités plus rapprochées si jamais on veut faire un élevage, par exemple pour avoir les animaux plus proches, pour éviter le transport par exemple et les émissions liées au transport? Comment est-ce qu'on fait pousser des choses en ville? Est-ce que ce ne sera pas possible pour des grandes villes d'avoir suffisamment de nourriture par exemple? Mais après, qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a des animaux? Qu'est-ce qu'on fait des excréments des animaux? Les abattoirs, est-ce qu'on les met en ville? Qu'est-ce qu'on fait du sang? Qu'est-ce qu'on fait de tous ces déchets organiques en fait? Et ça, ça c'était très intéressant de voir qu'effectivement on peut avoir envie de certaines choses. Moi, revoir la nature en ville, très bien, mais c'est vrai qu'il faut approfondir la réflexion, quoi, ça suffit pas. Et du coup, sur quoi se basent les politiques lorsqu'ils doivent faire des choix par rapport au développement de l'urbanisme en ville? Sur quoi ils se basent pour choisir si c'est un parc là ou sur des animaux ou pas? Est-ce que vous savez? Alors j'ai pas été en contact avec des politiques sur ces questions-là, mais je pense sans trop, disons, me mouiller que c'est simplement parce que ça fait bien, quoi. Ça s'agence bien dans votre paysage? Ah non, c'est pas parce que c'est joli, c'est dans le sens où ah bah tiens, les gens veulent un parc ici. C'est parti. Donc c'est par volonté. Je pense qu'il y a un petit peu de ça. De plus en plus en fait. Je pense que les mesures écologiques elles viennent de là. Je pense qu'il y a une pression sociale, citoyenne qui est de plus en plus importante. Mais après pareil, voilà. Limiter la circulation des voitures en ville, ajouter des parcs ou des espaces de convivialité par exemple. Mais ça veut dire qu'il y a des conséquences en fait. Empêcher la circulation des voitures sur la rive de la Seine, et bah, effectivement, les voitures elles vont aller ailleurs. Voilà. C'est tout. En fait, pour l'instant, c'est pas réfléchi. C'est pas compris non plus, je pense, au niveau citoyen que mettre un parc quelque part, ça veut dire que l'activité de cet endroit, ce sera un parc avec un lieu de convivialité, certes, mais que les autres activités qui auraient pu être là n'y seront pas. Alors, est-ce qu'on renonce aux autres activités? Qu'est-ce qu'on fait? Comment on y réfléchit? Je sais pas. Et est-ce que c'est pareil pour le développement des voitures électriques ou du parc de voitures électriques? Est-ce que c'est une ambition des politiques pour plaire aux citoyens ou est-ce qu'il y a une réelle motivation derrière? Alors, en Islande, je pense que la motivation principale, c'est certes une prise de conscience qu'ils ont de l'électricité et qu'ils pourraient s'en servir. Je pense qu'il y a aussi ça fait bien. Là, encore une fois, oui, il y a peut-être un moteur citoyen il va falloir qu'il y ait une transition écologique, on va dire. Mais le principal frein ou le principal moteur, c'est toujours économique. Toujours. Ça fait des décennies qu'on aurait pu avoir des voitures électriques et qu'on les a pas parce qu'il y a eu des gros freins de production. C'est peut-être pas plus mal, hein, encore une fois, parce que est-ce que la voiture électrique c'est la solution miracle? Non. Mais c'est qui construit les voitures, qui les vend, à quel prix, qui influence la vente des véhicules, et quelle énergie on utilise en général pour les véhicules? De l'essence. Bref, donc il y a aussi toutes ces questions. Simplement, encore une fois, de commerce international qui a une influence commerciale majeure et ça joue, quoi. On arrive à la fin de l'interview.
Et à la fin de chaque interview, on pose la question des enfants. Donc on est en partenariat avec une école primaire et un CAP. Et l'objectif de cette question, c'est de répondre comme si l'enfant, bon là c'est une grande enfant, c'est Ludovine, elle est en première année de CAP, se tenait en face de vous, donc en vulgarisant vos propos. La question est la suivante. Par quoi le pétrole peut-il vraiment être remplacé? D'accord, c'est une très bonne question. Merci Ludivine. Mais par rien. Voilà. Le pétrole, c'est très 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 pratique. C'est un format qu'on peut transporter facilement. Il suffit de le mettre dans un bidon et de l'embarquer, c'est bon. Ça se consomme directement. Il n'y a pas besoin de le... Enfin, on le transforme, il y a des raffineries, etc. Mais bon, c'est quand même assez simple de l'utiliser. Et puis, par quoi le remplacer? Du jour au lendemain, ce serait impossible. Parce qu'on s'en sert pour tout, quoi. On s'en sert pour les transports. Ça, c'est le truc majeur. On s'en sert donc pour produire des choses. Il va falloir les acheminer après. Donc, il faudra toujours... Ouais, aujourd'hui, c'est impossible. C'est horrible à dire. Mais aujourd'hui, tel que les choses sont, c'est impossible de se passer du pétrole si on reste dans le modèle de vie et de production et de commerce actuel. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Lisa. Merci à vous.